Bon, écoutez, bienvenue à cette deuxième table ronde. Je vais être très court comme mon co-modérateur parce que nous avons à peu près 1 heure de temps. Ce qui veut dire, premièrement, les intervenants, nous leur demandons très bien de se limiter, si possible, à un maximum 15 minutes pour nous donner un maximum de temps pour la discussion des présents, parce qu'on n'est pas venu ici pour une série de conférences, mais pour un débat. Donc voilà, le thème général, c'est la transition humanitaire. Bon là, c'est une question sémantique, c'est une question conceptuelle, c'est une question théorique, c'est une question empirique, c'est une question pratique. Donc on a toutes les possibilités de s'engager dans cette thématique. Donc je passerai tout de suite au co-modérateur, Alphonse Raphaël, s'il veut rajouter. D'accord, ok. Donc, je demanderai à M. Daouda Diouf de ENDA de commencer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je crois que je vais tout faire. En général, dans les ONG, on a du mal à rester dans 10-15 minutes, mais je vais tout faire pour rester dans les 10-15 minutes. Pour la simple raison que les débats qui ont précédé, j'étais prévu pour être dans la première table ronde, mais parce que justement les questions qui ont été débattues dans la première table ronde sont en cohérence et sont tout à fait pertinentes pour cette table ronde. Je voulais intervenir un peu pour partager ma réflexion sur le profil des organisations et des acteurs en santé dans l'humanitaire au Sénégal et aussi parler de l'évolution en termes de positionnement stratégique, politique et programmatique que nous avons constaté. Pour ce qui est des profils, je crois que professeur Abdou-Salam Sall en a parlé un tout petit peu. M. Diallo aussi de la Croix-Rouge a évoqué une bonne partie de ce profil. Mais ce que je retiens, en tout cas dans le secteur de la santé où nous intervenons, c'est que nous avons plusieurs types d'organisations qui cohabitent, qui collaborent, qui parfois ont des actions qui se juxtaposent, qui se complètent, qui se contredisent parfois, mais qui constituent un peu la vitalité du tissu associatif humanitaire, en particulier dans le domaine de la santé. Nous avons ainsi des organisations qui sont très spécialisées, qui sont connues. On a disons, eu l'occasion d'apprécier les interventions de la Croix-Rouge et les Sénégalais ont appris à mieux connaître la Croix-Rouge. Mais nous avons eu toujours des organisations qui ont été un peu des auxiliaires des pouvoirs publics qui ont travaillé en tant que prestataires des pouvoirs publics ou en tant qu'organisation d'appui au pouvoir public dans le secteur de la santé. Mais très rapidement, nous avons vu des organisations qui étaient des organisations communautaires, qui disent associations sportives et culturelles, organisations communautaires de base, groupements de femmes, etc., qui étaient actifs dans d'autres secteurs du développement, qui ont, à la faveur de l'émergence de problèmes ou de problématiques ou de situations, qui ont investi le champ de la santé et qui ont fini par se faire une expertise dans le champ de la santé et qui ont véritablement révolutionné les approches en santé publique. Nous avons tous vu, pour ceux qui ont travaillé dans la lutte contre le sida, l'apport des associations en matière d'approche communautaire de lutte contre le sida. Ça a complètement révolutionné l'approche de la lutte contre le sida, notamment en matière de démédicalisation de la lutte contre le sida. C'est un des exemples les plus marquants. Et le professeur Fall disait tout à l'heure que la relation même entre le patient et son médecin traitant ont changé. Ça a changé pour
parce qu'il y avait aussi des acteurs qui pensaient qu'il fallait que ça change. On a l'évolution du VIH et de sa prise en charge a changé ça, mais parce qu'il y a aussi eu la présence d'acteurs communautaires avec une autre approche qui ont permis la prise en compte des questions liées aux droits humains, aux droits de la personne, aux droits du malade, à la place du malade, etc. Et après, nous avons aussi actuellement de plus en plus des ONG qui se spécialisent dans cela, qui sont des professionnels, comme on en parlait, comme on a dit tout à l'heure, des interventions, des programmes et des actions en santé, qui se renforcent avec des professionnels de santé ou qui ont une approche sociale ou sociologique des choses. Nous avons aussi noté ces dernières années la présence très forte et remarquée des organisations d'obédience religieuse. Au Sénégal, la lutte contre le sida, on ne peut pas en parler sans citer l'intervention, et c'est un fait marquant d'ailleurs, des organisations et de réseaux d'associations d'obédience religieuse ou catholique ou musulmane qui ont été fortement impliqués au début pour dire attention, il faut que le Sénégal réagisse vite, il faut que le Sénégal réagisse de manière très précoce, et qui ont permis d'ailleurs que sur certains débats, on ait eu des consensus très rapides. On se pose toujours la question de comment est-ce que le Sénégal a fait pour avoir une prévalence qui est faible, comment ça s'est fait. Dans des pays, on a assisté au début de la lutte contre le sida, il y a des pays qui ont à peu près la même configuration en termes de pourcentage sur le plan religieux, ou des pays où, jusqu'à présent, on a du mal encore à mettre en place un programme de distribution de préservatifs. Au Sénégal, très rapidement, on y est arrivé. Un des premiers pays où l'action combinée du gouvernement, de la société civile et des organisations d'obédience religieuse, chrétiennes et musulmanes, ont permis la mise en place d'un programme de traitement, d'accès au traitement, et la mise en place, l'accès au dépistage. Donc, cela aussi a beaucoup facilité les progrès que nous avons. Nous avons aussi, toujours en termes de profil, des réseaux qui se sont très rapidement constitués. On a parlé du Conga tout à l'heure, on a parlé on a des réseaux qui sont très connus, comme le réseau sénégalais des ONG qui luttent contre le sida. Nous avons aussi, au sein du Congat, un démembrement qui s'appelle le RECIP Congat, qui s'occupe des questions de population et de santé sexuelle et reproductive. Nous avons des ONG et de coalitions qui se sont formées au Sénégal autour de la question de la planification familiale, où il y a des réseaux d'associations religieuses qui prennent une part extrêmement importante. Donc on a une diversité d'acteurs qui se sont organisés. Un fait marquant pour moi, en termes de profil d'acteurs, c'est ce qu'on a toujours appelé des bénéficiaires, mais qui sont les populations plus affectées. Par exemple, en santé, nous avons les associations les plus percutantes, j'allais dire, c'est les associations de personnes vivant avec le VIH. Eux-mêmes concernés, qui sur d'autres trucs doivent être bénéficiaires des actions, mais se dressent comme acteurs et même opérateurs de projets et contribuent beaucoup à l'influence des politiques en matière de santé. Donc ça aussi, c'est un fait marquant qu'il faut remarquer en matière d'évolution des profils. Il est apparu aussi, ces dernières années au Sénégal, l'émergence d'organisations à couverture régionale qui sont devenues des interlocuteurs des pouvoirs publics, qui sont devenus des opérateurs de programmes de santé avec une couverture régionale. On a des ONG à Tambacounda qui sont très connus, en Casamance qui sont très connus, qui opèrent dans le champ de la Casamance naturelle ou de Tambacounda et de Kédougou, et qui arrivent à se positionner au même titre que les organisations nationales. Ça, c'est une évolution, à mon avis, qui est assez intéressante à analyser. Maintenant, en termes de positionnement, je crois qu'il y a eu, à mon sens, plusieurs étapes
dans l'implication des acteurs en santé, surtout des acteurs de la société civile, parce que nous sommes passés d'une phase de réaction spontanée où nous avons toutes les associations, les ASC se sont saisis de plusieurs questions, que ce soit la vaccination, la poliomyélite, etc., que ce soit la lutte contre le sida, la planification familiale ou le paludisme. Les premiers acteurs que nous avons connus et les acteurs qui ont permis d'avoir une réponse à la fois ciblée, mais avec une couverture importante, ce sont des acteurs qui ont réagi de manière spontanée et qui n'avaient pas de perspective de continuation du tout. Ils n'avaient qu'une seule perspective de répondre à l'immédiateté de la problématique de santé. Mais ayant constaté que leur réponse était quand même efficace, ils ont été plus ou moins organisés et approchés et parfois même financés par d'autres organisations qui sont devenues finalement des ONG nationales, mais qui sont devenues des intermédiaires entre les bailleurs de fonds et les organisations communautaires de base. Et ce lien est assez intéressant, je crois, à analyser, parce que ça fait l'objet souvent de tensions où les organisations communautaires de base aspirent maintenant à être plus organisées et à pouvoir communiquer directement avec les bailleurs de fonds. Et les autres disent non, vous n'avez pas encore ce niveau de professionnalisme, on a besoin de vous accompagner. Donc il y a une tension qui est en train de se créer, mais les arguments des uns et des autres peuvent se comprendre quelque part, parce que la plupart des bailleurs de fonds viennent avec des exigences en termes de gestion programmatique et financière qui sont extrêmement lourdes, qui demandent des professionnels pour la mise en œuvre et l'exécution. Et il y a une aspiration et un climat de suspicion que les ONG intermédiaires engloutissent aussi beaucoup de ressources, et la plupart des ressources ne nous parviennent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fréquentation entre les organisations communautaires de base qui sont nées de manière spontanée et cette fréquentation avec les ONG plus organisées, plus professionnelles. Le fait aussi que des organisations nationales du Sénégal fréquentent et travaillent ensemble avec des organisations parfois du Nord ou des organisations internationales a permis une certaine maturation, un outillage de ces organisations. Donc de plus en plus, on a dans l'espace de la santé et de l'humanitaire, on a de plus en plus des organisations nationales fortes qui se positionnent en opérateurs directs et dans le partenariat direct avec les bailleurs de fonds ou avec le secteur gouvernemental, si c'est des projets qui sont financés par la Banque mondiale, par exemple, où l'État est bénéficiaire et sous-traite avec... C'est ainsi que nous avons eu maintenant des organisations dans le champ, par exemple, de la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Dans la plupart des pays, y compris le Sénégal, les acteurs majeurs qui assurent à la fois la gestion technique et financière, ce sont des organisations nationales. Nous avons des organisations nationales qui sont bénéficiaires directement du Fonds global et qui exécutent. Mais ça témoigne de l'évolution positive en termes de maturité, en termes de capacité technique et de gestion financière. Mais au-delà de ça, je pense que les organisations ont tout de suite compris l'enjeu qu'il y avait aussi à se doter de capacités de négociation, à se doter de capacités d'action politique. Et les autorités gouvernementales le comprennent, ont compris aussi quelle était la valeur ajoutée et la richesse de la contribution des acteurs en santé qui étaient différents des acteurs gouvernementaux. En particulier des ONG qui ont cette liberté de critique et liberté d'alerte. C'est ainsi que M. Diallo et moi-même, on s'est retrouvés autour du gouvernement du Sénégal avec d'autres ONG, autour du plan Sénégal émergent. On n'était pas d'accord, mais nous avons exprimé nos points de vue avec la perspective de santé et développement, avec la perspective que nous croyons être celle qui était les plus proches des préoccupations des populations. Et c'est là où la
la différence de perspective entre le gouvernement et le secteur des ONG est assez intéressante. Donc, on s'est doté aussi de capacités politiques et de capacités de plaidoyer assez fort. Il est apparu aussi, et en dernier lieu, en termes d'évolution, je crois que les organisations en santé se positionnent maintenant comme des structures d'alerte et de veille sur la gouvernance et sur les politiques publiques en santé. Parce que là, il y a un élément assez intéressant. La plupart de nos gouvernements prennent des engagements. Par exemple, le Sénégal et la plupart des pays africains, à Abuja, ont pris des engagements de consacrer 15% des ressources nationales à la santé. Aucun des gouvernements de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ne l'a fait. Mais à plusieurs occasions, récemment à l'occasion du Forum social africain, on a vu les acteurs en santé interpeller directement le gouvernement sur le respect des engagements de consacrer 15% des ressources nationales à la santé. Donc ça aussi, c'est une autre dimension de ce que les acteurs en santé ont apporté, et ce qui permet aussi de réguler un peu le jeu. Et je terminerai simplement, je termine simplement parce que moi je constate comme étant une limite et des faiblesses qui empêchent disons, l'éclosion de la diversité et de la richesse des organisations qui sont en santé. C'est qu'à part la Croix-Rouge, nous avons très souvent, des organisations nationales, une faible capacité de réaction devant l'urgence. Nous attendons en général les organisations internationales, type Croix-Rouge, MSF, pour intervenir quand il y a des situations d'urgence. Parce que nous n'avons pas les moyens ni les ressources de mobiliser de l'argent pour ça. Et très souvent, des situations de catastrophe ou d'urgence demandent plus que les pelles et les râteaux des communautés que nous pouvons bien mobiliser. Le deuxième problème que nous avons, la deuxième difficulté, c'est la question de la dépendance par rapport au financement extérieur. Il y a une grande dépendance de plus en plus des organisations africaines intervenant en santé, y compris dans le gouvernement, sur les financements extérieurs. Et je crois que ça aussi, c'est un grand problème. Et enfin, la tension qui existe face à l'interpellation que nous faisons des gouvernements. Nous interpellons le gouvernement pour la mobilisation de financement domestique, c'est-à-dire du financement à partir du budget local. Il y a un travail important qui est fait par des organisations comme ENDA. Il y a un département chez nous qui travaille beaucoup avec les municipalités sur le budget participatif. Comment est-ce qu'une partie du budget de chaque commune peut être consacrée à la santé? Ce n'est pas gagné, mais on y parvient de plus en plus. Ce n'est pas gagné avec le gouvernement, mais on essaie de pousser aussi. Et je crois que c'est ça aussi le rôle des acteurs en santé qui sont non gouvernementaux. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Beaucoup de choses qu'on aimerait discuter tout de suite, mais néanmoins, je vais d'abord passer la parole à Ben Sislaghi. Oui, très bien. Donc oui, bonjour à tout le monde. Je vais être cauchemar de votre caméra. Bonjour aux 42 hommes dans la salle et aux 5 femmes. J'ai perdu mon ordinateur en fait hier nuit. Est-ce que vous m'entendez bien avec ça? Ouais. Hier nuit, j'ai un peu refait la présentation, mais les diapos seront en anglais. Mais je promets de parler en français. Ok, alors l'importance des valeurs communautaires dans le programme de développement. En pensant à l'âge dans lequel on est du point de vue humanitaire comme âge de transition, chaque âge de transition a un changement de paradigme. Je veux aujourd'hui faire un plaidoyer pour considérer dans le nouveau paradigme du développement qui émergera, qui sortira de cette phase, l'idée d'inclure les valeurs des personnes avec lesquelles on travaille dans notre planification et dans nos programmes. Bon, donc dans les dernières 15 années, la théorie du développement a beaucoup avancé et il y a eu beaucoup de requêtes d'inclure
à partir de scènes de développement humain, Nussbaum, l'approche de capacité, de inclure les personnes avec lesquelles nous travaillons comme acteurs au centre de notre activité du changement. C'est-à-dire pas comme des simples objets, mais plutôt comme des acteurs. La différence entre un objet et un acteur est celle de agency, de capacité à agir. Les objets sont choses qu'on bouge. Les agents sont des personnes qui ont des désirs, des croyances, des capacités à agir. Nous sommes tous des agents. Et nous sommes tous des agents aussi parce que nous avons appris dans notre vie à devenir des agents, à agir avec la réalité qui nous circonde. La capacité à agir est une capacité qu'on apprend, qu'on pratique et qu'on peut développer et renforcer. Le travail de l'ONG pour laquelle je travaille, qui s'appelle Tostan, travaille exactement sur ça, sur renforcer les capacités des personnes à agir pour le bien-être de leur communauté. Quel est le problème? Que souvent, on donne plus d'importance dans notre développement, dans notre programme de développement, à les moyens que aux désirs et aux croyances de personnes avec lesquelles nous travaillons parce que nous les donnons souvent par acquis. Je vais expliquer ça un peu plus. Prenons l'exemple de l'excision que M. Diouf a aussi cité. Nussbaum a parlé, qui est Nussbaum, théoricien académique des États-Unis, a dit tout simplement l'excision c'est un grand problème. Et pourquoi c'est un grand problème? Parce que c'est très difficile de pouvoir juger comme trompé une pratique qui n'est pas pratiquée par ceux qui sont en train de la juger. Comment on peut juger une pratique d'un niveau culturel qui n'est pas celui de la communauté? Et comment on peut s'oublier du fait qu'il y a des pratiques, des mauvaises pratiques, des pratiques néfastes dans n'importe quelle culture du monde? Il n'y a pas des anges et des démons dans le monde. Bon, la réponse vient du travail de Ellerman, qui a dit, ouais, c'est exactement ça le problème du développement. C'est exactement ça, c'est qu'on oublie les personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous pensons de savoir ce qui est bien pour eux. Nous pensons de savoir pourquoi ils font quelque chose. Lui, par contre, il dit, nous devons chercher de comprendre qu'est-ce que les personnes au niveau des communautés sont en train de chercher d'achever. Il faut les aider à achever exactement ça. Donc, dans le cas de l'excision, qu'est-ce que les personnes sont en train de chercher d'achever avec l'excision? Et les aider à trouver des façons d'achever les mêmes résultats qui ne soient pas néfastes pour la santé de leurs enfants. En particulier, Ellerman nous a dit qu'il y a deux erreurs madornales qu'on peut faire, deux erreurs énormes qu'on fait dans le développement. La première chose, nous décidons ce qui est bien pour une communauté. Ce qui est bien pour cette communauté, de ce développement du point de vue économique. Ce qui est bien pour cette communauté, d'arrêter l'excision. Ce qui est bien pour cette communauté est d'arrêter le mariage des enfants. La deuxième erreur est que nous faisons les actions qui vont, à notre avis, améliorer les conditions communautaires, au lieu de renforcer les capacités des agents communautaires pour qu'eux-mêmes ils puissent mettre en place les séries d'actions qui amèneront leur communauté à rejoindre, à achever les objectifs qu'eux, ils ont pour leur communauté. Ça, c'est un exemple c'est pas trop bien, mais là, c'est un cimetière de rasoirs. Là, c'est une fille qui est prise par ses parents et forcée à l'excision en même temps qu'elle est en train de pleurer. Et il y a une fille morte à cause de l'excision. Ça, c'est la perspective négative qui a été étudiée comme négative pour approcher les cas qui sont internes à une certaine culture ou à un certain milieu. Pourquoi? Parce que là, on est complètement en train d'ignorer les valeurs que les parents sont en train d'émettre dans la pratique de l'excision. La pratique de l'excision, elle est néfaste, on est tous d'accord. On n'est pas là pour discuter de ça. Mais il y a une raison pour laquelle l'excision est pratiquée par les parents. Et il y a des valeurs qui amènent... C'est pas, les parents qui pratiquent l'excision ne sont pas des barbares et n'ont pas le désir de tuer leur fille ou de lui faire du mal. Il faut comprendre pourquoi donc les parents sont en train d'exciser leur fille, plutôt que d'entrer avec des jugements extérieurs et de condamner et de juger d'une façon négative. Donc ça, c'est les choses qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ah, ça, c'est aussi un autre exemple intéressant qui est utilisé par Ellerman. Pas seulement il ne faut pas juger, mais aussi il faut contribuer à créer des motivations internes au changement. Ça, c'est un exemple d'une étude qui a été faite. Bon, il y avait des parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Alors on lui dit, bon, c'est pas grave,
On a une méthode très efficace. Chaque fois que vous envoyez vos parents à l'école, on vous donne 10 000 francs. Incroyablement, de la semaine après, tous les parents étaient en train d'envoyer leurs enfants à l'école. Au même temps, un autre programme avait engagé les parents dans une discussion sur les valeurs d'éducation pour la vie des enfants. Et les parents ont dit, bah, moi, effectivement, moi, je tiens mes enfants, je les aime. Et en travaillant sur les valeurs des amours de leurs enfants, ils ont discuté de comment ça va améliorer la vie de leurs enfants. Le comportement souhaité était là dans les deux cas. Mais quand les 10 000 francs par semaine ont été enlevés, les parents qui avaient reçu l'argent ont arrêté d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ce n'est pas seulement une question de comprendre quelles sont les valeurs à la base, mais aussi question de laisser l'autonomie et la capacité d'agir, renforcer la capacité d'agir des acteurs locaux, plutôt que nous de prétendre de dire « demain tu feras ça, voilà l'argent pour le faire » ou « demain tu feras ça parce que moi je sais que c'est le mieux pour toi ». Donc la question est comment on peut faire ça? Comment on peut aider les acteurs au niveau communautaire à travailler sans prendre leur place? Et sachez que quand on parle de l'extérieur, en arrivant de l'extérieur, ça veut dire en étant dehors de la communauté. Ce n'est pas une question d'Européens, d'Américains, de Sud-Africains qui travaillent au Sénégal. C'est question, l'instant que vous êtes du village à côté, vous êtes des personnes qui travaillent de l'extérieur. Ok, Ellerman, et après je vais devenir encore plus concret, nous dit il faut faire 3 choses. Numéro 1, il faut commencer là par où les acteurs sont. Eux, ils peuvent faire beaucoup en collaboration avec nous. Mais si nous, on arrive et on monte des moustiquaires, on bâtit une école, on bâtit un hôpital, le projet est condamné à mourir. Numéro 2, il faut voir le monde avec les yeux des personnes avec lesquelles nous travaillons. Pas supposer de savoir pourquoi les personnes se comportent d'une certaine façon, mais lui demander quelles sont les valeurs qui les motivent, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont adopté une certaine pratique. Et 3, respecter l'autonomie des autres. Et en fait, la renforcer. Un exemple de cette approche est le projet de délibération sur les valeurs qui est parti du programme de renforcement des capacités communautaires des Tostan. Cette partie du programme a été étudiée dans le passé par UNICEF, qui l'a trouvé comme une approche effective pour l'abandon de l'excision. Mais aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se focalise trop sur l'excision, je veux qu'on parle plutôt de la capacité de l'éducation aux droits humains de transformer la façon dans laquelle les personnes se comportent. Donc, ce qu'on a trouvé dans une étude qu'on vient de terminer avec 2 chercheurs américains, Jerry Mack et Diane Gillespie, ce qu'on a trouvé, je ne vais pas vous dire beaucoup sur la méthodologie parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce qu'on a trouvé est que, souvent, des pratiques néfastes étaient en place parce qu'il y avait des valeurs positives qui les soutenaient. Et discuter du changement de la pratique était vécu comme une menace aux valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'excise ma fille parce que c'est le mieux pour elle pour trouver un mari dans cette communauté. Je le fais parce que je suis convaincu que ce soit la chose bien pour elle, parce que je l'aime et je veux le mieux pour son futur. Discuter de l'abandon de l'excision sans avoir discuté de quelles sont les valeurs de base était vécu comme une menace aux valeurs lui-même. Tu veux que j'abandonne l'excision, c'est-à-dire tu veux que je ne fasse pas le mieux pour ma fille. La discussion au niveau communautaire, dans ce cas mise en place par Tostan, sur quelles sont mes valeurs, quelles sont vos valeurs, et sur le fait qu'on partage ces valeurs, a ouvert la possibilité de changer la pratique en sauvegardant les valeurs. Je sais, parfois je vais un peu vite, mais je sais qu'il y a du temps pour les questions. L'éducation aux droits humains mise en place par Tostan, juste à poser, ne changeait pas, ne demandait pas aux participants d'accueillir les droits humains en demandant quelles étaient les valeurs traditionnelles et culturelles. Par contre, facilitait la révision, la réconceptualisation de certaines pratiques et de certaines valeurs locales, par exemple la collaboration, par exemple l'amour pour les enfants, par exemple l'amour pour l'époux, pour l'épouse. Par exemple, il y a quelqu'un qui a cité l'aide réciproque dans la séance précédente et qui se mélangeait aux droits humains. La contextualisation des droits humains n'était pas impérialiste, mais les droits humains étaient récompris, révécus à travers les valeurs communautaires.
Ce que nous avons vu, je n'ai pas le temps d'entrer dans qu'est-ce que sont les normes sociales, mais vous savez, ce sont des attentes comportementales. Je l'ai fait parce que je pense que vous voulez ça de moi. Nous avons vu que pour changer des normes sociales qui souvent sont là et renforcent l'existence des pratiques sociales, il faut ouvrir la sphère publique à tous les participants. Souvent encore, on entre dans des communautés sans se rappeler qu'il y a des dynamiques de pouvoir et des genres qui limitent par exemple la participation des femmes. Ce n'est pas un cas que j'ai commencé pour dire bonjour à 5 femmes qui sont là, qui limitent la participation des femmes dans le processus décisionnel. Donc si on ne prend pas en considération ces relations, on fait que renforcer les capacités des élites. Mon temps est en train de presque. Mais moi, j'ai presque terminé. Donc, comment on renforce les capacités des personnes qui sont d'habitude exclues du processus décisionnel en lui apprenant comment jouer un rôle public pour qu'ils puissent amener dans les villages la révision de valeurs qu'ils ont fait dans leur groupe. Et la dernière chose que je vous dis est que dans cette révision de valeurs facilitée par les droits humains, donc par ces droits humains contextualisés, ce qu'on a vu est que le désir de réaliser les valeurs vues et vécues du point de vue des droits humains aidait les personnes à reconceptualiser, à trouver de nouvelles façons de protéger leurs enfants. Donc vous voyez, plutôt qu'une approche qui condamne les pratiques sans savoir quelles sont les valeurs de base, l'approche de Tostan dans ces cas a développé positivement les valeurs de base pour trouver de nouvelles façons de sauvegarder les valeurs dans de nouvelles pratiques, plutôt que dans des pratiques néfastes pour leurs enfants. Bon, ça, en fait, c'est un bouquin, un rapport qui sera publié par UNICEF. C'est juste un petit excursus, c'est juste une petite tour dans un voyage qui est beaucoup plus compliqué que ça. Merci. Merci. Raphaël Ndiaye, directeur général de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Mais j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à Enda Tiers-Monde, donc avec M. Diallo, le président de la Croix-Rouge, sur un projet que nous avions appelé Un espoir dans le désert et qui était en fait un projet de développement à la base. Et j'ai également suivi de près toute l'évolution de la pandémie du sida au Sénégal et des réponses qui ont été apportées. Et ceci m'amène à me demander d'ailleurs, dans la formulation du thème de la table ronde, la transition humanitaire en débat, comment faut-il le comprendre? Parce que si nous sommes dans le domaine de l'humanitaire, c'est peut-être une approche que personnellement je ne maîtrise pas très bien, mais il est sûr qu'avec les deux exposés que nous avons entendus et dont je félicite les auteurs, nous sommes là dans une transition permanente. Quand je vois comment, au départ, Enda s'est attaqué à la question du sida en publiant un ouvrage, Sida et Tiers-Monde, en 1987. Puis, moi-même, j'ai été amené, étant éditeur à Enda, à mettre 20 tonnes de papier dans la reproduction de documents de vulgarisation pour informer le public sur ce qu'est le sida, des feuilles volantes agrafées avec les factures d'eau et d'électricité et de téléphone. Et une fois que Enda Santé s'est organisé, il a fallu faire prendre le relais par des organisations au niveau des quartiers, avec des formations et des kits. Donc le processus se poursuit. Et cette réponse de l'époque, je suis sûr qu'elle est différente aujourd'hui de ce que nous savons. D'où toute ma question étant, est-ce que nous ne sommes pas en transition permanente? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut se féliciter du fait que nous ayons un esprit associatif. Que Ebola soit là aujourd'hui et que beaucoup d'associations se fassent jour pour faire face à la situation et qui peut-être demain mourront, à mon avis, une fois le problème résolu, moi je trouve que cela est positif. Parce que ça veut dire qu'on a une capacité de mobilisation pour faire face à des enjeux. Donc, la question, c'était juste une observation concernant la transition. Si je considère que les organisations qui sont à la base, avec une approche développement, sont inscrites dans une transition permanente pour arriver à s'adapter et à répondre chaque fois à des besoins qui se formulent avec un palier supérieur. Nous avions dans notre intervention avec la Croix-Rouge sénégalaise, dans la zone de Thiès, le département de Dagana, arrondissement de Rao, et le département de
de Linguère, près de 80 sites. Quand je passe maintenant en Pâle, nous creusions des puits pour que les gens aient de l'eau, parce que c'est ce qui manquait à l'époque. Et aujourd'hui, nous voyons des châteaux d'eau en permanence. Donc la demande s'est améliorée. Nous préconisions la culture de l'oignon parce qu'il y a des sites qui sont adaptés pour cela et les gens sont capables de le faire. Et aujourd'hui, la consommation, la production d'oignons est tellement élevée qu'on vient d'ouvrir un agropole. C'est cette capacité à s'adapter que j'appelle une transition et qui pour moi doit être constante. En ce qui concerne très rapidement le Tostan et l'excision, j'apprécie bien la démarche qui consiste à identifier les valeurs et à arriver au maintien des mêmes valeurs en changeant de pratique. Mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est ce que les gens se rappellent même ou savent quels sont les fondements de l'excision au plan mythique, puisque autant la culture Dogon que la culture Bambara part simplement du principe que l'excision se justifie du fait que l'homme est androgyne, il est mâle et femelle à la fois, la féminité étant portée par le prépuce chez le garçon et la masculinité par le clitoris chez la fille. Et que pour qu'on puisse verser le garçon définitivement dans la masculinité et la fille dans la féminité, il faut procéder à l'ablation de ces deux éléments. Ce qui a pour conséquence par ailleurs, pour ce qui est des femmes, d'aller chercher la satisfaction sexuelle vaginale et pas clitoridienne et qui implique naturellement, qui donne des chances de grossesse et donc de permanence, de renouvellement de l'être, de la constitution de famille. Si l'on ne sait pas chaque fois ces fondements-là, il est bon qu'on voit que ce sont des valeurs au départ très profondes qui ont motivé la démarche. Et toute la question pour moi, chaque fois que j'entends que Tostan a fait abandonner à tel et tel village et tant de personnes l'excision, je me demande quel est l'argumentaire qui est suivi pour amener les gens à abandonner, tout en me félicitant naturellement de cette disposition-là, puisque les conséquences de l'excision sont négatives, on le sait aujourd'hui au plan médical. Okay.